And good afternoon. We will start this session. Nous allons commencer cette session. Merci de nous avoir rejoints ce matin. C'est notre troisième session de notre série de webinaires pour les responsables des programmes pays en matière de l'éradication de l'hépatite virale. Alors, pour certains, nous commençons à nous connaître puisque c'est une série, c'est le troisième webinaire, donc on reconnaît ici différents noms. Je suis Nicolas Luhmann, je travaille ici au siège du programme d'hépatite de l'OMS et du VIH. Alors ce matin, Dr Lessisi n'est pas disponible, cependant, eh bien, elle devrait pouvoir nous rejoindre peut-être un peu plus tard. Nous avons tout de même autour de la table eh bien, qu'il y a différentes personnes, des bureaux centraux et régionaux. Et l'objectif, comme vous le savez, c'est de pouvoir donc échanger, partager nos expériences. Pour la session d'aujourd'hui, nous allons regarder le plan de développement par rapport ici à l'hépatite, à cet développement. Alors, ce que l'on voudrait aussi faire, et nous espérons ici que ce sera possible, avec justement différents collègues, différentes expériences, eh bien, comprendre comment la planification nationale est absolument essentielle dans le cadre de l'élimination de l'hépatite virale. Alors, si vous avez des questions, des contributions, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez également partager votre expérience, elle est la bienvenue. Alors, je vais vous demander dans le chat de vous présenter, donc votre nom, votre prénom, le pays dont vous venez. Donc, à titre de rappel, je vais donc passer la parole à ma collègue Diana Fani, qui va revenir ici sur quelques informations pratiques. Et ensuite, nous avons le docteur Banda de l'OMS avec une grande expérience ici de pouvoir partager son expérience. Ensuite, nous avons le docteur Boussiswe et le docteur Komotso. Et ensuite, le docteur Révari, qui reviendra sur les sessions de partage et d'échange. Et ensuite, il y aura une deuxième session où, après finalement une introduction sur le développement et les coûts en matière de plans nationaux, notre collègue du Soudan, le docteur Abdullah, partagera son expérience dans ce domaine. Et encore une fois, nous aurons donc un échange, des questions. Avant de conclure, encore une fois, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Diana. Merci. Bonjour à tous. Alors, quelques informations pratiques pour nous suivre aujourd'hui. Vous avez la possibilité de nous suivre en anglais et en français. Pour ce faire, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'icône interprétation et vous pouvez ainsi sélectionner le français si vous le souhaitez. Vous pouvez également couper l'audio original pour mieux entendre. Alors de même, comme vous pouvez le voir, vous avez le chat, vous avez également, eh bien, pour poser toutes vos questions, nous vous demandons également de limiter l'utilisation des acronymes.
Alors, également, si vous voulez bien, ici, eh bien, clarifier qui est qui. Donc, nous allons vous demander de bien vouloir, dans le Zoom, vous renommer en commençant par votre prénom et votre nom et le pays, comme dans l'exemple ici. Les sessions vont être enregistrées et si vous y participez, vous acceptez cet enregistrement. Les enregistrements ensuite seront disponibles. Alors, pour commencer, nous avons 3 questions à vous poser pour comprendre un petit peu mieux où nous en sommes en matière de plan stratégique national. Et notre première question est la suivante. Au niveau national, avez-vous un plan stratégique national validé en matière d'hépatite virale? Alors, oui ou non? Alors, ici, nous voyons que certains pays ont bien un plan stratégique national, d'autres non. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, n'hésitez pas ici à répondre. Donc, oui ou non. Avez-vous au niveau national un plan stratégique national en matière d'hépatite virale? Alors, merci à tous ceux qui ont répondu. Alors, on va regarder les résultats. Alors, on voit que la majorité d'entre vous ont donc un plan national, un plan stratégique national. Donc, c'est intéressant, justement, de voir cela, parce que c'est notre thème du jour. La deuxième question. Deuxième question, s'il vous plaît. Alors, nous avons un petit problème technique. Je vous demande quelques instants de patience. Alors, voilà donc cette deuxième question. Est-ce que votre pays ici répond à l'hépatite uniquement ou est-ce qu'il comprend également le VIH? Donc, si vous avez un plan stratégique national, est-ce qu'il couvre et l'hépatite et le VIH? Alors, soit c'est seulement pour le VIH, seulement pour l'hépatite, ou alors ici associé avec le VIH. Alors, c'est très intéressant, merci beaucoup. Donc, c'est important de pouvoir rester ici spécifique. Alors, merci beaucoup, Robina. Donc, si vous pouvez nous montrer ici ces résultats, merci beaucoup. Alors, on peut voir ici que la plupart des participants, la majorité donc, ont un plan dédié à l'hépatite et un peu moins de la moitié donc, des participants ont un plan intégré avec le VIH. Alors, nous espérons évidemment que l'expérience que nous allons pouvoir partager ici aujourd'hui pendant cette session va pouvoir vous aider
dans le cadre de la création d'un plan national pour ceux qui n'en ont pas encore. Donc, merci d'avoir répondu à cette deuxième question. Et nous avons une troisième et dernière question, s'il vous plaît. Alors, si vous avez un plan stratégique national en matière d'hépatite, eh bien, est-ce que c'est un plan qui est ici, qui a déjà un budget donc alloué, un budget pérenne, indépendant? Donc, ça, c'est ce qui est important, bien évidemment, par rapport à ces stratégies. Alors, on voit quand même que nombreux sont les pays qui, justement, sur ces questions budgétaires, rencontrent des difficultés, c'est normal. Et nous reviendrons évidemment sur l'importance de ces aspects budgétaires dans le cadre d'un plan stratégique national. Alors, encore une fois, merci ici à tous ceux qui ont gentiment donc, répondu à toutes ces questions. Alors, de même, par rapport au budget, c'est vrai que c'est un thème assez important. Je sais que ça fera l'objet d'une autre session de notre série. Alors, merci à tous d'avoir participé. Romina, vous allez pouvoir mettre ici un terme à cette dernière question. Alors, c'est important par rapport à nos participants ici. Donc, on voit que la question budgétaire reste évidemment cruciale. Et ici, nous reviendrons sur ces différents éléments et nous prenons également note. Alors, par rapport à tous les pays qui n'ont pas encore de plan stratégique national, je pense que toutes les informations qui seront partagées aujourd'hui seront très intéressantes. Nous allons ainsi clore donc cette session, en tout cas cette session de questions, et nous allons rentrer dans le vif du sujet avec notre premier intervenant du jour. Romina, s'il vous plaît. Notre premier intervenant du jour est le docteur Banda. Alors, c'est le responsable ici, au siège de l'OMS à Genève, des programmes d'infection s'agissant des maladies sexuellement transmissibles et de l'hépatite, avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. Il a participé ici au développement du guide national en matière de plan stratégique. Donc, merci beaucoup, Dr Banda, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci Diana, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un grand plaisir ici de pouvoir justement parler de ces aspects qui sont pratiques et essentiels, comme le développement d'un plan stratégique national. Alors, ici, je pense que je resterai sur des commentaires peut-être plus génériques, puisque nous allons revenir ensuite sur des éléments importants par la suite aujourd'hui, mais je resterai sur des éléments cependant concrets. Alors, commençons par une question. Alors, pourquoi le planning stratégique national? Alors, une question importante, c'est que tout d'abord, ces plans nationaux stratégiques représentent les objectifs nationaux. C'est comme finalement ici l'objectif, le but. Par conséquent,
Si l'hépatite virale est considérée comme un objectif, si c'est important, donc, il faudrait qu'il y ait un plan, évidemment, pour atteindre cet objectif. Donc, pour les pays, ici, il est essentiel d'avoir un plan stratégique national pour gérer ici les défis qui peuvent se présenter. Parce que finalement, s'il n'y a pas de plan, ce n'est pas structuré. Il n'y a pas de priorisation, il n'y aura pas de financement, il n'y aura pas de mesures, d'évaluation. Donc, vraiment, un plan, c'est un cadre pour atteindre les objectifs. Alors, un plan stratégique national doit également se poser sur des bases qui sont saines, justifiées, scientifiques et surtout avec des objectifs réalistes. Donc, la planification stratégique est absolument essentielle pour faire face aux défis de santé publique, surtout s'agissant des hépatites virales. Fin 2021, nous avons mené une revue documentaire des plans nationaux dans l'ensemble des pays, donc des pays à revenus élevés, intermédiaires et faibles. Et nous avons vu que 60 plans stratégiques nationaux existants couvraient l'hépatite virale. Alors, c'était tout de même une bonne surprise, parce que d'autres programmes comme le VIH ont vraiment encouragé la mise en œuvre de ce type de plan stratégique, mais déjà depuis des décennies. Cependant, nous n'étions pas sûrs de quel serait le résultat en matière d'hépatite virale. Mais 60, c'est un chiffre intéressant qui a besoin évidemment d'être supérieur, mais ici, eh bien, nous avons vu aussi les différents documents qui ont été identifiés. Donc, ce sont les documents que nous avons identifiés. VIH uniquement. 48 pour l'hépatite virale. Alors, nous en avons vu ici 9 qui étaient des plans stratégiques nationaux qui associaient le VIH ou qui couvraient le VIH, l'hépatite et les maladies sexuellement transmissibles. Donc, comme vous voyez, il y a différentes associations possibles. Et à l'avenir, évidemment, nous allons continuer à encourager l'intégration au sein de ces programmes afin que l'on puisse s'appuyer sur les points forts de chacun de ces programmes. Alors, ensuite, nous sommes également rentrés dans le détail de ces plans stratégiques. Nous avons regardé donc la situation par rapport à cette analyse. Et ce que vous voyez en violet ici, eh bien, c'est ce qui concerne l'hépatite virale dans ces plans stratégiques nationaux. Alors, par exemple, nous avons vu qu'on manquait de description contextuelle. De même, nous manquions d'analyse de tendance en matière de la prévalence, de l'incidence et de la mortalité. Et nous avons vu également qu'un manque de déterminants sociaux, sanitaires. Donc, comme vous pouvez le voir, même si l'hépatite virale est inclue dans ces plans nationaux, on manque ici d'informations importantes.
Ensuite, nous avons regardé différentes interventions, différentes initiatives qui sont spécifiques à l'hépatite virale. Et nous avons ici retrouvé vraiment des interventions clés. Ici, concernées la vaccination, les tests, les traitements. S'agissant du financement, c'est toujours une question délicate. Et comme vous pouvez le constater ici, sur ce graphique, il y a des différences assez importantes en matière de financement pour ces plans. Nous voyons tout de même qu'un nombre de plans stratégiques ont des budgets qui sont complets, intégrés. D'autres, ici, présentent seulement les ressources qui sont potentiellement disponibles. Donc, c'est ce qu'on appelle ici le cadre de financement, le contexte de financement. Donc, il n'y avait pas de réelle description précise des sources de financement et d'autres qui n'avaient mentionné que des plans de mobilisation des ressources. Donc, ici, très souvent, eh bien, il n'y a mention que des potentielles sources de mobilisation. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants à l'avenir. Et je sais que côté VIH, il y a déjà eu beaucoup d'efforts de faits s'agissant d'améliorer donc les sources de financement avec des sources de financement fiables. De même, nous avons donc développé ces recommandations en matière ici de planification stratégique nationale. Il s'agit d'une réponse du secteur de la santé face au VIH, à l'hépatite virale et aux maladies sexuellement transmissibles. Donc, dans les quelques semaines à venir, c'est une publication qui sera donc disponible et donc disponible sur le site internet de l'OMS. Alors, dans ce guide, avec ces recommandations, vous allez retrouver ici notre objectif qui est d'opérationnaliser les stratégies du secteur de la santé en matière de VIH, d'hépatite virale et de maladies sexuellement transmissibles dans le cadre des stratégies nationales de planification et de pouvoir permettre d'aligner ces 3 programmes ici au niveau des priorités de la planification du secteur de santé dans le contexte national. Évidemment, nous voulons promouvoir l'utilisation des plans stratégiques, y compris ici des considérations pratiques, mais que je ne vais pas mentionner ici. Et ici, je voudrais seulement revenir sur la structure du document avec 3 parties. Alors ici, on parle plutôt de ce contexte dans la première partie du document, avec les principes en matière de planification stratégique. On mentionne les objectifs de développement durable. Et notamment ici, les similitudes en matière de contexte de santé au niveau international. Et puis une deuxième partie se concentre sur les composantes clés et des plans stratégiques. Alors ici, ce sont en fait, au-delà des descriptions plus génériques sur ces composantes qui sont importantes et qui doivent être incluses dans des plans stratégiques, nous revenons aussi sur des éléments qui sont plus spécifiques au VIH, à l'hépatite virale et aux maladies sexuellement transmissibles. Nous mentionnons également ici sur les approches partagées et l'intégration des services qui est extrêmement important
pour justement pouvoir bénéficier de ces effets d'échelle, pour pouvoir bénéficier de ces différents éléments. Et la troisième partie concerne des aspects plus pratiques sur l'opérationnalisation des plans stratégiques, notamment comment finaliser ces plans et comment les mettre en œuvre. Alors, comme je vous le disais, c'est un guide, donc ce sont des recommandations qui vont être publiées dans les semaines à venir, donc très, très prochainement. Merci beaucoup, docteur Mazur. Alors, on essaye, c'est vraiment très intéressant de revenir un peu sur ce concept, et vous avez parlé donc de ces recommandations, mais c'est ici des éléments importants sur la mobilisation des ressources, mesurer les résultats. Vous l'avez dit, sans plan, c'est beaucoup plus difficile. Donc, merci beaucoup pour ces remarques. Et j'espère que nous pourrons revenir vers vous par rapport à d'autres commentaires. Et maintenant, j'aimerais vous présenter le docteur Boussi et le docteur Komotso qui nous viennent d'Afrique du Sud. Alors, nous allons devoir ici accélérer car nous sommes légèrement en retard. Mais grâce à nos deux intervenantes ici, nous allons revenir sur le partage d'expériences s'agissant de développer ce plan national stratégique qui couvre justement ces différents éléments. Alors, le docteur Boussi est le point de focal national pour le VIH dans le pays. Nous sommes ravis de les avoir toutes les deux pour cette session. Et je suis sûre que tous ceux qui nous écoutent vont pouvoir bénéficier de l'expérience sud-africaine. Je commence par vous, peut-être le docteur Boussi, comme vous le souhaitez, ou le docteur Komotso. Merci beaucoup. Bien, écoutez, dans ce cas-là, je vais commencer par peut-être les premières diapositives et ensuite je passerai la parole au docteur Komotso. Donc, nous allons revenir sur ces différents éléments dans le cadre de notre présentation aujourd'hui. Nous allons évidemment parler de la charge et de la priorité que représente l'hépatite virale, ce que cela représente, que ce soit pour l'hépatite B ou l'hépatite C en Afrique du Sud. Nous allons revenir sur le plan stratégique national, donc sur les principaux défis et sur les étapes à venir. L'OMS recommande la priorisation de l'intégration des 3 épidémies VIH, l'hépatite virale et les maladies sexuellement transmissibles. Alors, notre stratégie sectorielle de l'OMS ici, justement, permet aux pays d'effectuer cette intégration. Les stratégies ici qui sont soulignées sont essentielles, mais aussi, on voit très clairement que ce sont des stratégies centrées sur la personne. Lorsque l'on parle de la triple élimination ou triple éradication, il faut absolument que la syphilis, le VIH et l'hépatite B soient intégrés. Parce que ces 3 infections sont liées. Ce sont des maladies sexuellement transmissibles et il y a également une transmission verticale, mère-enfant. Ce sont des infections qui sont souvent silencieuses et parfois les mères sont infectées sans le savoir, sans présenter de symptômes. Et ici, cela peut entraîner des taux de morbidité et de mortalité infantile et maternelle élevés.
Alors ici, justement, pour illustrer le contexte sud-africain, avec ces deux graphiques, s'agissant de la prévalence pour l'hépatite B, l'hépatite C, vous voyez donc ces chiffres. Donc la prévalence, la séroprévalence ici de l'hépatite B de 6,7% en Afrique du Sud est estimée à entre 2,4 et 3,8 pour l'hépatite C. Alors j'aimerais revenir sur le processus que nous avons mis en place pour développer notre plan stratégique national. Expliquer comment nous avons donc inclus ici cette composante de l'hépatite virale. Alors, tout d'abord, nous avons intégré cela dans un plan stratégique à 5 ans et qui a été ici coordonné par notre Conseil national en matière de sida. Donc, c'est le conseil que l'on appelle le SANAC. Cependant, eh bien, l'hépatite B a seulement été uniquement brièvement mentionnée, surtout l'hépatite C, pardon, parce que au départ, cela n'était mentionné que pour les utilisateurs de drogue, de stupéfiants. Cependant, après tout un travail de plaidoyer, nous avons pu remettre cela dans un contexte plus important et inclure donc les hépatites virales dans ce plan stratégique national. Donc, c'est absolument essentiel puisque nous avons intégré donc dans ce plan national le programme concernant les maladies sexuellement transmissibles, y compris l'hépatite B et l'hépatite C pour les populations clés. Donc, c'est très intéressant parce que nous savons que, évidemment, on peut encore améliorer les choses, mais en tout cas, c'est ainsi que nous avons pu commencer à prendre les choses en main. Je passe la parole au docteur Komotso. Bonjour à tous. Nos recommandations donc cliniques nationales en 2019 ont été approuvées par le Conseil sanitaire national en 2018. Et dans ces recommandations, eh bien, nous avons vu l'introduction d'antiviraux pour l'hépatite C. De même, dans ces recommandations, nous avons vu l'adoption de l'hépatite B, de la dose à la naissance pour l'hépatite B pour les nouveau-nés. Et donc ici, c'est important. Et ensuite, lorsque nous avons mis en place notre plan d'action en matière d'hépatite virale 2019-2024, eh bien, notre objectif principal était de sensibiliser la population et les professionnels de santé sur l'hépatite virale parce que nous avons réalisé ici qu'il y avait un manque de connaissances cruciales, même chez les professionnels de santé en matière d'hépatite. Renforcer également les connaissances de la charge représentée par l'hépatite. Et il fallait ici notamment souligner le fait qu'il n'existait pas de système de suivi, de surveillance au niveau national. Donc, c'est-à-dire qu'il nous manquait des données importantes. Nous avons aussi travaillé sur la prévention, la transmission, sur l'amélioration en matière de diagnostic et de traitement des infections chroniques et également mettre en place ici une unité de coordination et de gestion afin de pouvoir vraiment faciliter l'utilisation et la mise en œuvre de politiques qui sont basées sur des éléments de preuve, sur des éléments scientifiques. Donc, ça, c'est évidemment quelque chose de très important également.
Alors, l'inclusion ici de l'hépatite virale dans notre plan national stratégique donc remonte à 2023, donc de 2023 à 2028. Alors, tout d'abord, cela nous a permis de mettre l'accent sur la prévention, notamment avec la vaccination des nouveau-nés, avec l'amélioration des tests diagnostiques en matière d'hépatite B et de promotion ici de la vaccination auprès des femmes enceintes, auprès des populations clés et auprès des professionnels de santé. Et maintenant, notre objectif, le point sur lequel nous travaillons, c'est l'amélioration diagnostique, que ce soit pour l'hépatite B ou l'hépatite C. Et pour l'hépatite C, vraiment avoir des stratégies de traitement et de tests pour les populations clés. Alors, quelles sont les implications et les opportunités ici dans le cas de l'intégration de l'hépatite virale dans notre plan stratégique national? Cela nous a permis vraiment de sensibiliser le public en général face à la question de l'hépatite. Ça a été vraiment l'opportunité d'intégrer et de partager des approches en matière de planification, mais aussi en matière de soins et de traitements proposés. Cela nous a aussi permis d'avoir une approche sur l'ensemble du secteur de la santé, donc privé et public. Cela aussi a été l'opportunité pour nous de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, faire le lien aussi avec la syphilis, avec le VIH et vraiment promouvoir les actions et pouvoir demander des ressources supplémentaires, mais aussi partager les ressources déjà disponibles. Alors, les défis de cette mise en œuvre ici du plan d'action d'hépatite virale. Alors, évidemment que nous avons vu que la pandémie de la COVID-19 a eu un impact sur le financement. Il a fallu parfois réallouer certains fonds. Cela nous a aussi causé des problèmes en matière de ressources humaines, un manque de personnel, surtout s'agissant ici des infirmières, surtout pour l'administration du tenofovir, pour le traitement de l'hépatite B. Et de même, ici, l'accès au traitement a pris un certain temps, puisque les compagnies pharmaceutiques ont ici envoyé leurs dossiers, parfois déjà en 2014. Cependant, les autorisations de mise sur le marché n'ont été qu'ici validées qu'en 2020. Alors, les prochaines étapes, il va falloir continuer en matière de sensibilisation, de plaidoyer pour obtenir un financement supplémentaire pour la vaccination et au diagnostic. Surtout parce que maintenant, nous commençons avec la mise en œuvre de certaines initiatives s'agissant des soins pendant la grossesse. Il va aussi falloir former le personnel de santé. Nous avons ici différents échanges qui sont en cours. Et j'en termine là ma présentation. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je suis docteur Rewari, conseiller régional pour l'OMS. Alors, merci, docteur Boussi, merci, docteur Komotso, pour cette présentation très intéressante et ce partage d'expérience. Alors, aujourd'hui, justement, je voudrais ouvrir la discussion sur ce thème. Donc, n'hésitez surtout pas. S'il y a des questions, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, c'est le moment de pouvoir finalement répondre à vos questions.
Alors, c'est une session interactive, donc n'hésitez ici surtout pas. Si vous avez des questions, si vous voulez partager votre expérience, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions. Et vous pouvez également poser vos questions directement, que ce soit Dr Komodo, soit Dr Boussy. Donc, n'hésitez pas, je vous laisse quelques instants pour taper vos questions dans le chat. Alors, en attendant que vous ayez le temps de poser vos questions, moi, je voudrais revenir sur les défis s'agissant de l'intégration de ce programme. Parce qu'il y a toujours des silos ici. Alors, vous pouvez peut-être revenir sur les défis que vous avez rencontrés s'agissant de cette intégration? Alors, merci pour cette question. Alors, l'hépatite virale, contrairement au VIH, n'est pas aussi bien connue comme infection. Alors, pour nous, nous avons réalisé ici que lorsque nous contactions les professionnels de santé, qu'ils ne maîtrisaient pas nécessairement ici les spécificités de cette infection et que très souvent, contrairement au VIH, contrairement à d'autres infections, eh bien, nous avons dû réellement justement avoir une meilleure connaissance. Donc ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi, évidemment, c'est la question du financement, puisque lorsque vous commencez à dire que vous voulez intégrer ces différents soins, y compris par exemple la syphilis, les maladies sexuellement transmissibles, y compris la tuberculose, eh bien, la première question que l'on va vous poser, c'est la question du financement. Alors, je pense que ce sont les deux défis principaux. Et de même, donc j'ai parlé de manque de connaissances des professionnels de santé, mais même chose s'agissant de la population générale, s'agissant ici de la communauté. Donc très clairement, nous avons vu ici qu'il y avait un réel ici manque d'informations. Donc il s'agit réellement de présenter cela et de comprendre donc quels sont les besoins. Alors merci parce qu'en effet, ce sont des questions qui nous ont été posées. Alors par rapport à cette implication, alors je pense que vous avez ici répondu s'agissant du financement. Donc je pense que c'est aussi important. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois une main levée et aussi une question dans le chat. Sarah? Merci, Dr Komotso, pour cette présentation. Vous avez mentionné le financement. Je trouve que c'est très intéressant. Est-ce que l'Afrique du Sud bénéficie de fonds internationaux de soutien? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous avez intégré cela
Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile s'agissant de l'élimination. Alors, il s'agit vraiment également d'atteindre des populations qui sont des populations clés. Donc, je me demandais ici comment vous aviez fait et surmonté ces obstacles donc en matière de financement. Alors oui, pour répondre à votre question, l'Afrique du Sud peut bénéficier ici de ces éléments. Alors oui, nous avons pu bénéficier ici de certains financements, mais ce sont des financements qui sont limités et que s'ils limitent, par exemple, au traitement, par exemple. Donc, nous en bénéficions, mais cela reste assez limité. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vois ici une autre main levée. Oui, allez-y, monsieur. Hey Pascal, it looks like you logged in from multiple devices. En fait, je pense que vous avez très probablement plusieurs appareils qui sont branchés dans la même salle, qui sont connectés à cette réunion. Il faudrait éteindre tous les micros, sauf le vôtre. Alors, merci beaucoup. Alors, je vois, s'agissant de la mobilisation des ressources, je vois que nous avons ici des participants du fonds, du Hepatitis Fund, donc le fonds ici à Genève. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir. Allez-y, madame. Oui, bonjour à tous. Je suis Capucine Péricot du Fonds de l'hépatite. Alors, je suis ravie évidemment de voir tous les progrès qui ont été faits. Donc, et l'exemple ici d'Afrique du Sud. Alors, nous travaillons bien évidemment sur ces questions d'intégration. Et je pense que ici, par rapport à cette intégration, que c'est quelque chose de positif. Et l'intégration, ça fait partie d'une partie importante de ce travail. Nous sommes donc une organisation philanthropique et nous travaillons évidemment avec l'OMS s'agissant des budgets pour pouvoir faire la différence au niveau national. Et nous espérons continuer à l'avenir. Et c'est pour cela qu'il va falloir travailler
pour permettre l'intégration. Alors, nous savons que dans certains pays, il va falloir vraiment pouvoir partager d'autres informations afin de pouvoir revenir sur ces éléments qui sont absolument essentiels. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie ici pour toutes les questions qui nous ont été posées. Merci également pour toutes ces interventions. Alors, je ne sais pas si le docteur Komotso, est-ce que vous souhaitez peut-être répondre ici avant de pouvoir finalement conclure cette première session, puisque nous avons encore une deuxième session. Je suis désolée, mais je n'ai pas entendu la question là. Non, en fait, par rapport au plan d'élimination, d'éradication d'hépatite B, de l'hépatite C, est-ce que ici vous avez mis cela en place? Alors en fait, il s'agit ici de toute la population en général, mais ici, dans le cadre du travail qui est effectué, c'est vrai que le financement est toujours le point sensible. Alors, il faut prioriser, bien évidemment, c'est-à-dire les populations clés, les femmes enceintes, les personnes séropositives. De même, par rapport à l'intégration et à ce financement, eh bien, je pense encore une fois que, s'agissant en tout cas de notre plan, nous sommes à l'heure actuelle, bien évidemment, en train d'évaluer les différents coûts. Et c'est vrai que comme c'est un plan sur 5 ans, eh bien, nous devons revenir sur ces différents éléments et pouvoir ici mobiliser d'autres fonds et mettre en place ici différentes activités en matière d'hépatite virale, puisque les opportunités sont là en matière de planification stratégique. Alors, merci beaucoup, Komotso. Alors, n'hésitez pas ici, si vous avez des questions, à poser vos questions dans le chat. Alors, Nicolas, nous ne vous entendons pas. Alors, Niklas Luhmann est ici responsable technique. Il travaille dans la section des tests et de la prévention. Bonjour à tous, excusez-moi. En fait, ce que j'expliquais, tout d'abord, c'est que merci d'avoir participé à cette première session avec beaucoup d'échanges, des questions très intéressantes. Et de même, nous le savons, que sur cette question de financement et des défis, s'agissant d'identifier des ressources, ça reste évidemment une des questions importantes en matière d'intégration. Et dans cette deuxième session, eh bien, nous voulons revenir ici sur les plans opérationnels
Alors, il n'y a pas de solution parfaite ici, mais cela permet d'avoir une meilleure mobilisation des ressources. Et je voudrais ici justement partager ici les différents éléments que nous avons pu envisager par rapport à cet plan opérationnel. Alors, rapidement, je voudrais vous montrer les évolutions qui sont nécessaires dans le cadre de notre stratégie mondiale pour avancer en matière d'élimination de l'hépatite virale. Alors, comme vous pouvez le voir à la fin de cette liste, il y a évidemment accroître les ressources financières qui sont dédiées à ces programmes. Et je pense que très clairement, nous avons pris conscience de cela au sein de l'OMS pour pouvoir avancer en matière d'élimination du VIH. Donc, c'était extrêmement important. Et encore une fois, par rapport à ces plans nationaux, il s'agit de ces étapes qui sont absolument cruciales. Alors, je voulais revenir par rapport à notre stratégie. Alors, c'est ce que vous avez pu voir ici. Donc, ici en rouge, vous voyez donc ces défis. Et vous pouvez voir ici que ce sont des pays qui ont justement l'identification ici de ces budgets qui seront nécessaires pour mettre en œuvre ces activités. Alors, nombreux sont les pays qui déclarent donc être en cours de budgétisation, mais que le budget n'est pas nécessairement bouclé. Et dans le cadre ici de version documentaire, je voulais également vous montrer que les coûts sont font partie de ces composantes clés, c'est-à-dire ces plans de stratégie, donc planifier les processus et les méthodes, l'analyse de la situation, la mise en œuvre des priorités, les services qui seront mis à disposition. Et donc, il faut inclure des sessions de coûts et de budget. Donc, dans ce cadre, puisque nous voulons accroître ici le nombre de pays qui ont des plans budgétés, nous avons donc travaillé avec nos bureaux régionaux afin de pouvoir mettre en place une nouvelle stratégie nationale, notamment en Ouganda, avec un exercice extrêmement intéressant pour ce pays ici que nous avons soutenu. Ensuite, au Bangladesh et au Soudan, nous avons pu développer des plans opérationnels avec des priorisations, avec une actualisation de ces plans en matière d'élimination de l'hépatite, afin de pouvoir améliorer encore une fois les priorités nationales en matière d'élimination de l'hépatite virale. Et nous avons aussi travaillé ici au Nigeria sur le renforcement de la collaboration qui est nécessaire, et puis aussi sur une île, donc Vanuatu. Alors là, on ne veut pas rentrer dans trop de détails s'agissant des discussions techniques sur les aspects budgétaires. Cependant, nous voulons ici montrer donc les ressources qui sont nécessaires, qui ont été ajoutées. Alors, nous n'avons pas inclus les coûts d'infrastructure. Il s'agit vraiment de ces coûts qui ont été donc déterminés par différents experts qui ont travaillé donc avec nous en coopération avec les différents pays.
que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, pour résumer, en fait, je voudrais revenir sur 4 constats que nous avons ici, 4 leçons que nous avons tirées de ce travail avec ces différents pays. Alors, très clairement, et c'est ce que vous voyez ici, eh bien, vous pouvez retrouver, notamment dans le cadre de cette approche budgétaire, retrouver donc d'autres informations. Il y a un lien qui va être mis dans le chat, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien et aussi vous devrez donner la sous-présentation et donc cela sera inclus. Mais le premier constat, donc 4 constats, 4 leçons. Eh bien, nombreux sont les pays qui ont des plans d'éradication, d'élimination, mais il faut absolument qu'il y ait une meilleure allocation budgétaire et surtout qu'il y ait des objectifs qui soient beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus pratiques. Alors, l'éradication, c'est très ambitieux, évidemment, c'est normal, mais il faut rester opérationnel. Il faut avoir des objectifs pratiques de mise en œuvre sur le terrain, sur une période de 3 ans, de 5 ans, et comprendre finalement quelles sont les activités prioritaires afin de pouvoir commencer à avancer vers cet objectif d'éradication. Ça, c'est le premier constat. Eh bien, ici, il faut qu'il y ait donc des éléments beaucoup plus pratiques qui doivent être mis en place. Le deuxième constat, la planification et le budget doivent être développés en parallèle. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que le budget et la planification doivent être liés aux activités qui vont être mises en œuvre. Et par conséquent, ce ne sont pas de processus ici séparés. Parce que parfois, justement, par rapport aux activités que vous voulez mettre en œuvre, vous allez peut-être réaliser que certaines activités sont trop coûteuses par rapport au budget. Donc, il faut, dans ce cas-là, modifier vos priorités, votre approche, parce qu'il faut que cela reste réaliste. Il faut que cela puisse vous permettre réellement de faire la différence et de respecter évidemment le budget. Alors ici, le troisième constat ou leçon tirée, c'est très important en fait d'avoir une idée des coûts lorsque vous cherchez à mobiliser ici des ressources, à mobiliser un budget, parce que c'est un outil très important aussi dans le cadre des négociations budgétaires avec les différents bailleurs de fonds. Au Bangladesh, par exemple, eh bien, nous avons pu utiliser cela pour négocier avec les différents bailleurs de fonds. Donc, en fait, vous avez vraiment quelque chose de structuré à présenter aux bailleurs de fonds et cela permet réellement ici de voir une meilleure mobilisation des ressources. Et par rapport donc à ces processus, cela permet ici d'obtenir toutes ces informations. Alors ici, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vais tout de suite passer la parole à l'intervenant suivant avec le docteur Sarah Abdullah. Merci beaucoup, Niklas. Alors évidemment, je réitère ici ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il est important d'établir les coûts, puisque cela permet d'avoir une meilleure mobilisation budgétaire et des ressources. Cela permet aussi d'avoir une meilleure visibilité en matière de priorisation des activités. Et maintenant, sans plus attendre, je vais présenter le docteur Sarah Abdullah, qui va revenir sur les expériences en matière de coûts et de priorisation de ces plans stratégiques
Elle fait partie ici du ministère de la Santé au Soudan et elle a participé ici à la création de ce plan stratégique national au Soudan. Docteur Abdullah, nous vous passons donc la parole sans plus attendre. Et ici, eh bien, il serait intéressant de pouvoir en apprendre plus de votre expérience. Donc, je vous passe la parole, docteur Sarah. Merci beaucoup, Diana. Merci de docteur Niklas ici d'avoir également ici présenté tout cela. Alors, en effet, alors par rapport à notre expérience, alors je voudrais juste remettre les choses dans leur contexte par rapport au Soudan. Le Soudan est le 3e plus grand pays en Afrique en matière de population avec 45 millions. Alors, le Soudan, selon la Banque mondiale, est considéré comme un pays à revenu faible moyen. Selon l'OMS, le Soudan, ici, est bien présent des taux d'infection d'hépatite B, ici, supérieur à 8%. Et pour l'hépatite C, nous sommes à un taux ici d'incidence de 0,6 à 2,6%. Alors, par rapport donc à ces estimations, cela voudrait dire qu'il y a à peu près 1,8 million de cas estimés d'hépatite B chronique et entre 235 000 et 785 000 cas d'hépatite C. Alors, de même, nous voyons que certains cancers donc, sont prédominants en Soudan et sont très probablement liés à ces hépatites. Par conséquent, le Soudan a décidé de mettre en place un plan stratégique national donc, qui a été développé en 2019 et couvrant ici la période 2019-2025 afin de pouvoir donc éliminer, éradiquer l'hépatite B et C. Alors, nous avons pour ce faire 10 partenaires clés qui se sont engagés dans le cadre de ce plan stratégique national et nous avons ici justement donc ici comme objectif, nous avions d'ici 2022 d'avoir un plan national avec des coûts associés, avec des précisions en matière budgétaire. Alors pour cet exercice justement concernant les coûts, les budgets, eh bien nous avons commencé par collecter un maximum d'informations, de données, notamment sur les ressources en matière de services de santé, c'est-à-dire les consommables, les kits de diagnostic, mais aussi la disponibilité des vaccins, des traitements, mais aussi d'autres éléments comme les ressources humaines et l'infrastructure en matière de santé. Donc ici, on parle du système de santé national et aussi d'autres activités qui sont nécessaires, comme par exemple ici, tout le travail de sensibilisation, de plaidoyer, de formation des professionnels de santé, de suivi des traitements, d'analyse des tendances et aussi toutes les informations s'agissant du renforcement des capacités et les compétences techniques. Alors, nous avons donc commencé par un plan opérationnel détaillé. Donc, ça a été vraiment notre point de départ qui détaillait plus de 800 activités. Alors, évidemment, le coût était très important pour ces 800 activités. Donc, nous avons ensuite
établit une priorisation de ces 800 activités sur 2 ans en fonction donc du budget. Et ensuite, nous avons mis en place 2 scénarios de coûts, d'allocation des coûts. Pourquoi? Parce que notre stratégie était réellement de pouvoir intégrer cela avec d'autres programmes, avec le programme donc, de VIH, toutes ces questions de qualité. Donc, nous avons décidé justement donc, d'avoir ces différents scénarios. Et ensuite, il était important d'inclure toutes les entités, toutes les stratégies à tous les niveaux, local et national. Donc, pour les scénarios de coûts, donc, nous avons donc considéré un premier scénario qui comprenait ici toutes les activités et le coût ici était de 21,3 millions de dollars pour 2022. Et justement, grâce ici à toutes ces interventions, ici, cela nous a donné des coûts importants. Et pour le deuxième scénario, le coût total était autour de 8,9 millions de dollars et donc un coût total jusqu'à 2025 de 30,6 millions de dollars. Donc cela comprend donc ici tous les coûts pour toutes les activités. Alors, par rapport au coût, donc après cette estimation, nous avons pu également décomposer ici par orientation stratégique, domaine de priorité, objectif, activité, initiative. Et cela nous a permis de prendre en compte tous ces éléments, c'est-à-dire d'inclure le traitement, le diagnostic, la création ici de la demande de service, le plaidoyer, la formation. Alors, pourquoi c'était important ici de faire cet établissement de ces coûts, de comprendre vraiment où nous en étions en matière de coûts? Parce que très rapidement, nous avons pu réaliser que, il allait nous falloir obtenir un soutien et donc du ministère de la Santé, évidemment, mais aussi de pouvoir obtenir et faire preuve d'un plaidoyer, d'une sensibilisation plus importante. Et donc ça a été vraiment important justement de faire ce plaidoyer auprès de toutes les sources de financement, notamment de nombreux bailleurs de fonds, que ce soit d'ONG nationales et internationales, de différents bailleurs de fonds internationaux, partenaires. Et donc, vraiment, ce sont ces coûts qui nous ont permis de réaliser l'importance de toutes ces activités. Ensuite, il y a eu aussi une grande valeur ajoutée en matière de priorisation, puisque une fois que vous avez une idée des coûts spécifiques pour les différentes activités, cela vous permet d'avancer. Et là, encore une fois, que cela nous a permis alors, ce qui est absolument essentiel, alors nous pourrons ici intervenir. Et enfin, par rapport ici à la préparation,
Eh bien, par rapport au Fonds mondial, nous avons pu, notamment dans le cadre de cette intégration avec le programme de VIH, obtenir des fonds complémentaires. Et ça nous a permis, encore une fois, d'utiliser finalement nos coûts et de faire tout simplement un copier-coller de ces calculs budgétaires que nous avions menés dans le cadre de cette demande de subvention complémentaire. Donc, ça nous a vraiment facilité la tâche. Merci Niklas et merci docteur Abdullah pour ce partage d'expérience. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant de voir à quel point cela peut avoir un impact positif. Alors, ce sont évidemment des leçons importantes. Alors, je suis désolée, nous sommes très en retard ici, donc je vous demande juste quelques instants de patience parce qu'il y a beaucoup de questions, surtout sur ces questions de financement. Et par conséquent, ce serait vraiment très important pour nous. Alors, c'est absolument essentiel. Dans le cadre de cette approche, eh bien, ici, je pense que certains voudraient déjà intervenir. Il y a déjà différentes questions dans le chat. Donc, Nicolas, je vous laisse peut-être répondre à ces questions dans le chat. Oui, en fait, je trouve que c'est très intéressant par rapport vraiment à tous ces aspects de priorisation, ces aspects budgétaires, d'allocation des coûts. Je pense que c'est très important et vous l'avez très bien souligné. Et c'est vrai que l'OMS n'est pas une agence de financement. Donc, nous n'avons pas de mécanisme de financement pour soutenir les pays dans différents domaines. Donc, il s'agit ici, comme vous le savez, plutôt d'un soutien à d'autres niveaux, mais je voudrais également dire que nombreux sont les pays qui sont dans des situations où ils ont développé des plans nationaux, mais la mobilisation de ressources est compliquée et il n'y a pas nécessairement de mécanisme dédié pour l'hépatite virale. Il va falloir trouver vos propres solutions et il y aura ici toujours un peu un patchwork de ressources différentes, donc ressources différents bailleurs de fonds. Certains peuvent être par exemple des partenaires de développement, le Fonds mondial, les ONG internationales, nationales, des fondations internationales, des acteurs du développement. Donc c'est vraiment important parce que lorsque vous avez des coûts qui sont associés déjà à ces initiatives, c'est beaucoup plus facile d'obtenir les financements. Et de même, je sais que c'est beaucoup plus complexe ici que juste une liste potentielle de bailleurs de fonds, mais c'est important vraiment de comprendre que si vous avez un plan avec un budget qui est associé à ce plan, cela vous permet, dans le cadre des négociations, lorsque vous approchez ces partenaires de développement ou ces ONG, d'être beaucoup plus percutant. Alors, je pense que le docteur Komotso a également levé la main. Oui, allez-y, docteur Komotso. En fait, oui, je voulais vous poser une question. Alors, c'est vrai que s'agissant du financement, alors comment est-ce que vous avez communiqué
avec les coûts de ces interventions, puisque c'est vrai que ici, je trouve que c'est très intéressant votre approche et vous faites ce lien entre les coûts et finalement obtenir un financement. Et c'est vrai que, eh bien, que c'est très intéressant. Alors peut-être que Sarah, vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez fait ces deux scénarios? Merci, Dr Komotso. Alors, dans le cadre de nos activités, nous avons pu mettre en place différents programmes, notamment différentes parties prenantes, même au niveau national. Donc, nous avons un laboratoire central, nous avons par exemple la Banque du sang, et parce que nous avions 9 objectifs stratégiques, eh bien, ces objectifs sont répartis entre les différentes parties prenantes afin que nous puissions ici mobiliser un maximum. Même par exemple pour la Banque du sang, eh bien ici, nous les avons inclus afin que l'on puisse avoir des coûts qui soient clairs, associés à ces projets. Donc ici, ce n'est pas nécessairement une priorisation d'un groupe par rapport à un autre, mais plutôt, eh bien, nous avons regardé les différents groupes. Pour le VIH, par exemple, eh bien, pour le VIH, il faut que cela reste évidemment avec les populations clés, il faut que cela reste en lien ici avec le VIH, mais donc s'il y a une association de ces programmes, on peut aussi s'appuyer sur ces éléments. Alors de même, eh bien, nous avons aussi travaillé avec le sous-secrétariat du ministère de la Santé, qui a mis en place aussi un groupe technique. Au sein de ce comité technique, nous avons pu justement ici inclure la priorité, évidemment. Alors évidemment, nous allons devoir conclure. Je suis désolée, nous ne pourrons pas répondre à d'autres questions car nous sommes déjà en retard. Je vous remercie évidemment à tous ceux qui nous ont suivis. Je pense que ça a été une session très intéressante, beaucoup de questions avec beaucoup d'échanges. Alors, merci beaucoup vraiment à tous ceux qui ont posé des questions dans le chat, oralement. Je voudrais tout d'abord remercier les intervenants, remercier les participants qui sont restés. Vous avez en fait un lien vers une enquête. Donc, je vais vous demander de bien vouloir donc répondre à cette enquête si vous avez quelques instants. C'est juste pour tout simplement nous permettre d'améliorer ici ces sessions. Nous vous retrouvons le 13 avril pour notre prochaine session. J'espère que vous nous rejoindrez encore une fois. Je vous remercie encore une fois chaleureusement, tous les collègues ici dans la salle et tous ceux qui nous ont rejoints en ligne. Merci beaucoup et je vous retrouve le 13 avril.